Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un très gros morceau sur la chaîne. On va revenir sur une aventure que j'ai vécue au mois de juin dernier au sein d'une sélection de jeunes joueurs du Congo lors du tournoi Maurice Révélo. Alors le tournoi Maurice Révélo, qu'est-ce que c'est? C'est l'une des compétitions de jeunes les plus réputées au monde et j'ai donc eu la chance d'y participer au sein du staff technique mené par Julien Mette, que je connais depuis très longtemps et que j'ai déjà accompagné dans d'autres aventures, notamment lorsqu'il était sélectionneur national de Djibouti. Dans cette vidéo, je vais vous proposer de plonger avec moi dans le fonctionnement d'un staff technique dans une compétition internationale. Comment est-ce qu'on travaille au quotidien? Comment est-ce qu'on enchaîne les matchs? Qui se charge de l'après? Qui se charge de l'avant? Et surtout, qu'est-ce qu'on a mis en place pour affronter nos adversaires successifs? Le Japon, le Danemark, le Mexique et enfin le Panama. Vous verrez un long entretien avec Julien qui servira de fil rouge, entrecoupé de palettes et d'autres images récoltées lors du tournoi, ainsi que plein d'éléments utilisés notamment lors des causeries et des présentations aux joueurs. Et puisque j'en suis justement à parler des joueurs, je vous laisse avec une présentation rapide de notre liste avec tous les acteurs qui étaient présents lors de la compétition. Mais si vous préférez directement rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez utiliser le chapitrage de la vidéo ci-dessous. J'espère sincèrement que le contenu vous plaira. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à laisser un pouce, à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir et surtout ça booste la vidéo et ma chaîne dans l'algorithme et ça évidemment on aime beaucoup. Voilà pour cette petite intro déjà beaucoup trop longue, je vous laisse avec la présentation des joueurs appelés avec nous. Avec Yann Batola qui a été notre gardien titulaire, qui était sans club au moment de la liste et qui depuis a rejoint comme vous le voyez le club de Fougères en National 3. En tant que numéro 2, on avait ensuite Desti Nkunku, passé notamment par les équipes de jeunes du Paris Saint-Germain. Défenseur central, Jérémy Mounses, ex-pensionnaire de la réserve de l'Olympique Lyonnais et qui depuis a rejoint QRM en National et vous voyez enchaîne les matchs en National avec 10 matchs joués au moment où j'enregistre. Deuxième défenseur central le plus utilisé, Philippe Ndinga, qui avait connu quelques minutes de National avec Valenciennes et qui depuis a rejoint la Suède et enchaîne les matchs justement en première division suédoise avec son club de Degerfors, marquant au passage un premier but en pro dont il risque de se souvenir longtemps. Titta på den då, avslutningen kommer! Dinga! 3-1! Troisième défenseur central de la liste, Brad Hamilton Mansunga, joueur qui était déjà international congolais vu qu'il avait participé à la CAN U17 et qui depuis a fait quelques groupes de Ligue 1 avec l'OGC Nice. Latéral droit, mais aussi milieu de terrain défensif, joueur polyvalent César Obongo, a connu quelques petits matchs de national cette saison. Deuxième latéral droit de la liste, Stitchi Kambu, arrière droit du Havre à l'époque. Arrière gauche, Ken Koumous, présenté ici toujours comme un joueur de la JOCR, mais il me semble assigné pour le Racing Club de Lens durant l'été. Sa doublure à gauche se nommait Aaron Manyongi qui évolue toujours du côté de Serein en Belgique. Au milieu de terrain, Lenny Dziki évolue avec la réserve de Dunkerque à l'époque et depuis cette saison a connu ses premières minutes en Ligue 2 avec le club nordiste. Jimmy Ganziri, milieu de terrain du FC Metz, présent en U19 la saison dernière et qui est monté avec la réserve cette saison. Malheureusement il s'est blessé et n'a pas encore joué. Pour compléter le milieu, Lorik Nana que l'on avait repéré en Série D en Italie et qui depuis comme vous le voyez a rejoint le Paris Atlético. On monte d'un cran pour arriver au poste offensif avec d'abord Stevie Mazikou. Comme vous le voyez présenté comme un arrière gauche, il était à Bastia la saison dernière. Il a eu quelques minutes de jeu en Ligue 2 et depuis il est passé à Avranches en National 2. On enchaîne ailier gauche ou ailier droit, Alan Bikoumou, joueur de Sochaux qui était en U19 la saison dernière et qui est monté en réserve cette année. Ailier droit du Havre, hyper explosif, Abdallah Mbemba, aujourd'hui sans club. Ailier droit ou gauche ou numéro 10, Keviriel Masumu, joué à Ajaccio au moment de la liste, je ne sais pas où il est maintenant. C'est le même cas pour Jason Bemba, qui était un coéquipier de Alan Bikoumou du côté de Sochaux et qui a quitté le club pendant l'été. Devant, Noah Maboulou était un des leaders de la réserve du Stade Rennais et a depuis rejoint, comme vous le voyez, alors qu'il était en fin de contrat, le club de Nuremberg en D2 allemande. Malheureusement, il s'est blessé assez rapidement en arrivant là-bas. Brighton Fougeux était le seul joueur de la liste à connaître une première division, puisqu'il a évolué en première division turque la saison dernière du côté d'Alanyaspor. Aujourd'hui, comme vous le voyez, après un long passage sans contrat, il a rejoint la réserve de Guingamp depuis quelques jours. Destin Banzouzi, avant-centre, qui évolue avec les jeunes d'Orléans et qui depuis a rejoint Bourg-en-Bresse et a disputé, comme vous le voyez, ses premières minutes en national. Et enfin, Jean de Saint-Mona, avant-centre lui aussi, toujours en U19 et qui cette saison enchaîne les buts
comme vous le voyez avec les U19 de Clermont, avec 8 buts marqués en 10 rencontres. Voilà donc pour cette liste exhaustive. Les plus attentifs auront noté le faible nombre de milieux de terrain, mais pour ça, évidemment, on a une explication et je laisse Julien la donner. Ben oui, paradoxalement, moi qui connais bien le Congo-Brazza, parce que c'est le premier pays où j'ai bossé en dehors de la France et j'y ai fait à peu près 4 ans avec 2 équipes, une équipe qui jouait le maintien, donc dans laquelle on avait beaucoup de jeunes. Et une équipe qui jouait le titre, donc beaucoup de moyens pour recruter les meilleurs joueurs. Donc je connais très bien le Congo depuis 2014 à peu près. C'est un pays où il y a beaucoup de milieux de terrain. C'est un pays de 8, comme je dis. Il n'y a pas vraiment le 6 récupérateur, il n'y a pas vraiment le 10 organisateur, mais il y a beaucoup de 8, donc c'est-à-dire c'est milieu complet, on va dire. Et donc paradoxalement, on se retrouve avec une liste où il y en a très peu. Alors pourquoi Dean Punga, par exemple, qui aurait pu être le meilleur joueur de l'équipe de l'Atalanta Bergame, là on n'a pas pu le sélectionner parce qu'il a été bloqué, pas par son club, mais il a été bloqué. Lui voulait venir. Donc là on perd un très gros joueur. Randy Baleka de Annecy, que j'avais vu moi à la CAN U17, qui a fait une très bonne CAN, c'est un super joueur, blessé. Et puis après, pareil, des blessures. Moi j'étais aussi sur un garçon qui est à l'OM, Alexis Sanga, et qui préfère attendre l'équipe de France. Donc au final, entre la liste potentielle et ce qu'on arrive, on a aussi perdu un garçon, Mbemba de Riron, qui revenait de blessure. On avait 2 joueurs de Riron qui n'ont pas été libérés par leur club. Mbemba, je crois qu'il a joué à Saint-Etienne avant. Donc voilà, on avait potentiellement au départ un milieu super costaud, pas dans le sens athlétique, mais en termes de niveau et d'expérience. Et au final, avec les blessures, un qui préfère ne pas venir, et puis un qui est bloqué, on se retrouve avec 3 milieux, et sachant que Lorik Nana, donc qui joue en C4 en Italie, je crois. Lorik vient d'être utilisé cette saison comme latéral gauche. Donc il a un petit peu perdu les repères, mais voilà. Donc du coup, manque de quantité, et donc on réfléchit à des systèmes où on peut jouer qu'avec 2 milieux, et donc souvent on part sur une défense à 3, on fait un 3-2 ou un 3-4-3 ou un 3-5. 3-4-1-2, ou on part sur un 4-4-2 ou un 4-2-3-1. Voilà. Donc du coup le choix part sur le 4-4-2 parce que j'avais déjà pris beaucoup d'avant-centre, et donc il fallait que j'associe deux pointes. Bon, après il faut coller à mes sensibilités, et comme je dis souvent, je peux pas vendre un produit auquel je crois pas, donc c'est sûr que sur le 4-4-2 on partait sur un bloc haut, pressing haut, mais pas d'individuel ou quoi, donc vraiment quelque chose de classique, juste un bloc très haut défensivement, avec beaucoup d'agressivité sur le porteur, sachant les risques que ça induit, et puis surtout le manque de temps pour le préparer, mais bon, on est parti sur ça. Mais après, la spécificité vraiment dans la construction, c'est de repartir de l'arrière en utilisant des latéraux très très bas, très larges et très bas, et les excentrés très très hauts, donc vraiment une distance entre latéral et excentré, des excentrés même au niveau des attaquants, pour que ça fasse un 4-2-4, ou même parfois plus haut que les attaquants, on pourra le voir. Mais surtout l'utilisation dans le build-up et le fait de repartir court des latéraux très 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 bas, c'est-à-dire dans ce que j'appelle le carré qui n'est jamais utilisé en fait entre la ligne de touche et la ligne de démarcation de la surface de réparation. Ce carré là où de mes analyses depuis quelques années, on l'utilise pas, et ce qui fait que c'est assez facile de presser un central et de se mettre dans la ligne de passe entre un central et un latéral. Et donc on était un petit peu en difficulté pour trouver des images pour le montrer aux joueurs, parce qu'il faut toujours, surtout encore plus avec des joueurs français, parce que là c'était des joueurs français en termes d'éducation, et donc il faut toujours prouver ce qu'on avance, et donc montrer par l'image. On était en difficulté pour trouver des équipes qui font ça, et donc toi tu m'as lancé sur les relances du Barça, et effectivement c'est personnellement la seule équipe. Il y a une autre équipe espagnole, mais on était en crise de temps pour trouver plus de matchs. Je crois que c'était le Celta, avec un entraîneur assez jeune. Qui fait ça, mais ouais, là effectivement les images du Barça ça collait bien, et ça a été plus ou moins bien fait. Il a fallu du temps parce que c'était une déconstruction par rapport à ce qu'ils font dans leur club, et de toute façon 95% des clubs mettent les latéraux, je dirais, sur un angle à 45 degrés avec le central, plus haut que le central pour les premières relances. Or, comme je te disais, moi je trouve que ça met en difficulté le central dès lors que l'ailier adverse se met dans la ligne de passe. Donc ça c'était vraiment la première spécificité. Et la deuxième, c'était le rôle, je dirais, des milieux axiaux.
Pareil, là aussi on s'est inspiré du Barça et de certaines animations du Barça, où lorsque le ballon était sur un axial, alors on peut dire Pedri, Gavi, venait proche du latéral, et donc l'idée c'est de feinter cette passe courte pour attirer les milieux adverses et créer un trou entre la ligne des défenseurs adverses et des milieux adverses, et en fait au lieu de jouer cette passe courte pour le milieu, d'aller chercher plus haut immédiatement, donc voir loin, hein, l'idée toujours de voir loin, ce que Cruyff disait à Guardiola. Donc voilà les deux spécificités dans le build-up. Après, on a dû mettre beaucoup de vidéos pour compenser le manque d'entraînement de terrain, puisqu'on n'avait que 3 entraînements de terrain avant le premier match, et puis après ça s'enchaîne. Repos le lendemain de match, J-1 quand tu repars, donc là tu es plus sur du tactique. Donc du coup, grâce à ton travail de séance vidéo, on a pu combler ça, et c'est monté en progression sur ces 2 plans-là au fil des matchs. Et donc c'est après seulement 3 jours de vie commune de notre côté, entre séances d'entraînement et séances vidéo, qu'est arrivée l'heure de notre premier match face au Japon, une équipe qui justement avait beaucoup d'expériences communes et un collectif demi-finaliste de la dernière Coupe d'Asie, qualifié pour la Coupe du Monde U20 qu'elle a depuis disputée, terminant en 8e de finale, éliminée par l'équipe de France après prolongation. C'est une équipe qui a une vie commune de plusieurs années, effectivement, au moins 3 ans, puisqu'à la fin du match, le directeur des équipes nationales du Japon est venu parler à notre staff, étant surpris, agréablement surpris de la cohérence de notre jeu. Et en nous demandant depuis combien de temps on bosse ensemble. Alors on a dit 3 jours et lui il a dit nous ça fait 3 ans. Voilà. Donc ouais. Et puis après des garçons, là je l'ai sous les yeux, des garçons qui jouent en D2 japonaise, D1 japonaise, alors que nous tu l'as dit par rapport à la liste, un joueur qui a fait une apparition en Ligue 2, un joueur en apparition nationale, mais on est, à part Brighton Feu en D1 turc, on n'a pas de garçons qui sont en D1 européenne. Donc voilà, et puis après pareil, mais ça vaut ce que ça vaut, mais sur les évaluations on va dire Transfermarkt, les valeurs marchandes, c'est incomparable aussi, puisqu'ils ont un effectif plus de 10 fois qui a plus de 10 fois de notre valeur. Donc après ça vaut ce que ça vaut, mais ça dit déjà les différences entre les deux effectifs. Puis eux ils ont une équipe, les 10 titulaires de joueurs de champ sont des 2005. Il n'y a que le gardien qui était un 2007, qui a joué que ce match-là d'ailleurs sur le tournoi il me semble, qui fait presque 2 mètres. Et donc déjà la cohérence d'année d'âge sur les joueurs de champ prouve ce qu'on a dit sur le projet de vie commune de cette équipe, alors que nous c'est entre 2007 et 2004, donc on voit bien qu'on est sur une équipe entre guillemets bricolée, voilà. Et après sur l'observation du Japon, de ce que tu avais pu voir, on savait qu'on avait un 4-4-2, donc ça allait coller sur notre système, donc on pouvait aller presser avec des repères assez faciles. Et on va le voir sur le début du match, moi ayant revu un mois après, j'étais quand même assez agréablement surpris par le pressing qu'on a réalisé dans le premier quart d'heure, qui malheureusement n'est pas validé par le but qu'on met, qui est légitime et qui est jugé illicite par le trio arbitral malheureusement, qui peut changer le match. Julian Mete in charge of Congo. Mabulu. Banduzai is hoping for it in the middle, and Banduzai is on the end of it to put Congo in front, but the flag has been raised against him. It's offside and it does not count. Thought that he'd scored the opening goal here. Ça aurait été, je dirais, mérité pour les joueurs que les efforts qu'ils ont fait, après seulement 3 entraînements et la discipline qu'ils ont mis dans le pressing haut, ça soit ponctué et validé par un beau but en plus. Ça aurait changé le match, indéniablement. On a peut-être perdu après, mais ça aurait au moins valorisé leur pressing de début de match. Voilà. Et après, ce que tu avais identifié, ce qui me permet après moi de faire mon plan de jeu, parce que dans la manière dont on bosse, sur ce tournoi-là, crise de temps oblige, tu t'es focalisé sur l'observation des adversaires, donc je t'ai laissé ça. Quand tu as repéré les grands points importants, positifs et négatifs, tu me les transmets. Et après, pareil, si tu as repéré 10 points, j'en sélectionne 5 et on se concentre sur cela. Si tu as repéré 4 points, j'en sélectionne 2, entre guillemets, quoi. Mais toi, tu me mâches une grosse partie du travail de l'observation des adversaires
sur ce tournoi. Et donc dans ce que tu avais repéré, c'était principalement surtout ne pas les laisser faire leur petit jeu combiné, leur petite passe au sol, où là ils ont vraiment... c'est une équipe qui se rapproche beaucoup de l'Espagne, où si tu leur laisses un petit peu d'espace, tu les laisses se retourner. Ils ont aussi ces passes cachées où ils regardent ici et puis ils transmettent le ballon là. Et si tu les laisses développer ça, ils ont aussi ces appels croisés dans le dos, donc c'est difficile à défendre. Donc on est parti sur aller les chercher haut, essayer de récupérer au max. Et après, avec la fatigue, ça c'est un petit peu moins bien fait. Et avant de passer à la suite, petit retour quand même sur notre plan de jeu défensif face aux Japonais, avec notre envie donc, comme Julien le disait, d'aller les chercher, d'aller les agresser, et surtout de ne pas laisser jouer leurs deux milieux de terrain axiaux, le 6 et le 10. Donc nos milieux axiaux sortaient parfois très haut, parfois trop haut, et donc le danger, quand on est comme ça, on peut se faire aspirer, mais derrière, la ligne défensive doit sortir pour assurer la couverture, ce qui est bien fait là-dessus de la part de Jérémy Mounses. Et donc ça nous permettait de maintenir la pression dans leur moitié de terrain, de réimprimer un pressing et toujours de ne pas laisser d'espace aux 10 japonais qui rejoint en retrait là et qui force derrière le dégagement du gardien. Mais on est encore présent à la retombée et ensuite c'est un peu la panique côté japonais sur cette séquence. On va rebalancer un ballon mais on va être encore une fois dessous avec un défenseur central, toujours Mounses, qui jaillit et qui intervient, et finalement, on est tous à ce moment-là dans le camp du Japon, on peut récupérer et jouer. Autre séquence ici, cette fois-ci on est un peu plus bas, mais on avait toujours cette envie de ne pas laisser le 10 et le 6 sans surveillance, donc là, le milieu axial sort, et donc il y a un danger dans le dos, et ce danger dans le dos, c'était au milieu de terrain excentré, de venir le combler ici avec la très bonne intervention de Stevie Mazikou, qui nous offre une transition derrière à jouer, un 5 contre 4, et c'est là que les regrets interviennent. Julien en parlera un peu plus tard, avec une situation ici où on rentre dans la surface et malheureusement il n'y a pas de faute et le Japon peut repartir. Et du coup on s'était inspiré de Sunderland pour le 4-4-2, le Sunderland de Régis Lebris. On a montré cette séquence là pour évoquer notamment la nécessité d'avoir un bloc compact qui ferme avant tout le demi-espace et donc des lignes qui se déplacent entre elles. On attend la passe latérale avant de sortir sur le latéral si elle doit venir. Et donc on ferme avant tout l'intérieur. On a des attaquants qui sont en surveillance aussi de ce qui peut se passer en termes de couverture dans leur dos. Et derrière, évidemment, quand l'adversaire renverse, on doit se déplacer ensemble, coulisser pour assurer les compensations. Le central sort, donc le milieu axial vient couvrir le central. Et ça, ce type de séquence-là, on va justement les retrouver lors du match face au Japon, avec une séquence ici où on voit bien le 4-4-2 qui se dessine, et on va voir Stevie à gauche, Stevie Mazikou, qui sort au pressing, et derrière vous allez voir les couvertures. Le latéral ne sort pas de suite parce qu'il était un petit peu tout seul, et derrière les couvertures sont assurées, et la balle va être récupérée. Cette fois-ci on va pas repartir en transition, mais sur la séquence suivante on va le faire ici, puisqu'il y avait aussi cette consigne de sortir sur les passes neutres ou les passes négatives, chose que va très bien faire ici Kimi Ganziri dans l'anticipation, dans l'agressivité aussi, et derrière l'opportunité en transition offerte par Obongo, le latéral droit, et derrière toute l'équipe qui déboule en contre-attaque, Obongo qui fait la différence, qui rentre dans la surface, et là encore le dernier choix, la dernière passe qui laisse un peu à désirer. Résultat à la pause, 0-0, de la satisfaction sur le plan défensif, des regrets même sur le plan offensif avec ce but refusé et ces situations qui auraient pu être mieux gérées près de la surface japonaise. Malheureusement, la rencontre va basculer en faveur des demi-finalistes de la dernière Coupe d'Asie grâce à un facteur extérieur météorologique mais bien connu dans le sud-est, le Mistral de Fos-sur-Mer. Et en plus ça avait été évoqué à la mi-temps, puisque en plus on choisit d'avoir ce camp-là au coup d'envoi, justement par rapport au vent. Donc on dit à Noah, le capitaine, de choisir ce camp-là, ce qui fait très bien. Du coup, si on choisit ce camp-là en première période, c'est pour être avantagé. Et du coup, à la mi-temps, revient le sujet, attention, deuxième période, le vent. Et là, il y a de la déconcentration, il y a un manque d'expérience commune aussi. Et oui, le premier but, de toute façon, tu l'as montré ou tu vas le montrer. Voilà, c'est un dégagement alors que la ligne arrière est basse. Et comme tu me l'avais fait remarquer à l'époque, c'est ce que Ranieri disait aux joueurs de Nantes, sur 5,50, le gardien, tu dégages pas tant que ta ligne arrière est basse. Il faut que le bloc remonte pour avoir une proximité et une densité à la retombée. Et surtout aussi, pouvoir mettre l'attaquant hors jeu, si c'est qui ont le gain du ballon. Or là, on le voit sur le but, il y a un dégagement parce qu'il y a peut-être un petit manque de confiance sur la relance courte, alors que nous, on voulait insister là-dessus. Ça revient, puis après, les qualités techniques des Japonais, parce que la passe, elle est top.
aux alignements. Et puis même le lob est top aussi. Et après, le deuxième but, il arrive dans la minute qui suit, il me semble. Ouais. Et donc là, je pense que psychologiquement, c'est le fait que tu as eu tellement de tension, tellement de concentration et tellement d'énergie que tout pète d'un coup. C'est des trucs qu'on avait vu d'ailleurs avec Djibouti, avec des équipes qui manquent de maturité psychologique. Ou avec Djibouti, des fois on tenait jusqu'à la mi-temps 0-0 contre des grosses équipes. Hein. Contre le Burkina, ça nous est arrivé. Et puis t'en prends 4 en 10-12 minutes. Parce qu'une fois que le premier arrive, après c'est comme disait Ronaldo avec le ketchup, quoi. Voilà. Alors après, une fois ces 2 buts arrivés, il y a quand même une réponse. Et finalement, on finit bien le match. Ouais. On finit bien avec... hormis le but de la première période, nos meilleures actions à la fin, notamment celle de Noah, où lui il dit qu'il y a un faux rebond, mais elle est bien amenée quand même. Puis après, il y a des actions qu'on leur a remontrées avant le deuxième match, où on attaque carrément à 8. Le débrief, j'avais dit, là, on peut tirer, on fait une passe, on peut centrer, on fait une passe. En gros, on attaque à 8, ça n'aboutit sur rien. Ça n'aboutit ni sur un frappe, ni sur une centre, ni sur un 1 contre 1. Et en gros, on est 8, mais en gros, personne ne veut prendre la responsabilité de finir l'action, ce qui est un peu dommage. Et ce qui prouve, pour revenir à ce que tu disais, sur les avantages physiques qu'on avait, parce que c'est quasiment une constante de tous les matchs, sauf peut-être le Panama, on finit toujours mieux que les adversaires, et on a toujours des occasions à la fin. Défaite 2-0 donc pour cette entrée en matière face au Japon, mais pas le temps de gamberger, les matchs s'enchaînent, et on continue donc notre chemin en nous retrouvant sur la route du Danemark qui, lors de sa première sortie, a fait match nul face au Mexique, un match nul spectaculaire, 3 buts partout, et une victoire des Danois au tir au but, 5 tirs au but à 4, puisque c'est une spécificité du tournoi Révélo, tous les matchs nuls se terminaient par une séance de tir au but, et le vainqueur de la séance de tir au but repartait avec un petit point de bonus au classement. Ouais, le Danemark, en termes d'expérience de leur effectif et d'âge, c'est la plus grosse équipe qu'on a jouée, puisqu'ils ont 10 joueurs nés en 2004, et nous 4. Donc en fait, c'est leur génération 2004, donc ils y vont avec les U21. Ils ont sur l'équipe titulaire, parce que là j'ai sous les yeux, ils ont 4 joueurs qui ont joué l'Euro U19, et ils ont plusieurs joueurs qui jouent en D1, donc il y en a en D1 en Norvège, il y en a un à Bodo Glimt, d'ailleurs leur capitaine, donc qui sait ce que c'est que la Conference League. Ils ont des joueurs en D1 Danemark, D1 Norvège, D2 Pays-Bas, donc c'est incomparable en termes d'expérience. Et après, ceux qui rentrent, ils ont quand même le joueur Shido Obi, qui est le plus jeune joueur titulaire de l'histoire de Manchester United, quand même. Mais voilà, leur valeur marchande sur le début, sur le 11 titulaire, c'est 20 millions, et nous on est à 200 000. Donc on est sur du 100 fois. Et c'est peut-être celui où j'ai le plus de regrets, moi, parce qu'on avait quand même bien identifié, par ton entremise, on avait bien identifié comment les jouer. Mais c'est vrai que certainement que 3 jours après le premier match, c'était beaucoup de changements pour nos joueurs à assimiler en si peu de temps. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est un système de jeu différent. On passe du 4-4-2 à un 4-3-3, je parle de l'adversaire. Et puis un pressing beaucoup plus haut, et puis une position des ailiers, tu l'as évoqué, on va l'illustrer, assez originale dans leur manière de presser. Donc eux, ils empêchaient littéralement la relation entre le central et le latéral, ce qui fait que ça ouvrait des espaces à l'intérieur. Et donc le choix que tu m'avais suggéré et que j'ai validé, c'était un décrochage des deux avançants, puisque là aussi, dans la manière de bosser, faut le dire aussi, c'était pas qu'un analyste vidéo, moi je considère comme un adjoint à part entière, spécifique sur l'aspect tactique, comme mes préparateurs physiques sont mes adjoints, mais spécifiques sur le plan physique, donc moi je reçois des suggestions, c'est un management plutôt démocratique, t'as pas le droit de dire le contraire. Mais bon, j'aime bien qu'on me suggère, c'est pas dans mon tempérament d'être un autocrate. Et après, j'assume le fait d'être numéro 1, c'est-à-dire à un moment donné, je vais te dire ça non, ça oui, par rapport à ma connaissance des joueurs, par rapport à mon expérience aussi sur l'assimilation. Mais toi, en gros, tu me suggères ce qui te semble être le plus cohérent pour gagner, que ce soit sur le plan défensif ou offensif. Tu m'envoies des suggestions, et puis moi, après, je choisis. Très souvent, je suis d'accord avec toi, et puis après, ça peut arriver que je dise non, ça c'est trop ambitieux ou trop compliqué ou pas assez, mais bon, en général, ça, on fonctionne sur le principe de suggestion, et sachant qu'aussi, vu le nombre d'années qu'on se connaît, nos sensibilités, dans ton coin et dans mon coin, quand on se rejoint, on trouve souvent les mêmes trucs, donc du coup, on se rejoint, quoi, voilà. Mais donc, pour dire que, comme tu t'es concentré sur l'analyse des adversaires, c'est toi qui m'as présenté ça, et c'est vrai que cette idée d'apporter un 4 contre 3 au milieu, finalement, en faisant décrocher nos deux attaquants, et vu leur qualité et profil,
des joueurs qu'on peut trouver dans les pieds, Brighton et Noah, parce que Brighton, je l'ai un peu connu à Lyon, moi j'ai fait un stage là-bas, et puis bon, j'ai vu aussi des vidéos, c'est un garçon qui a joué ailier, qui a joué 10, et qui aime bien sortir, comme on dit, décrocher, prendre le ballon, se retourner et provoquer, et Noah, de ce que j'avais vu aussi, il a aussi cette capacité-là. Donc du coup, voilà, on est parti sur un build-up où on voulait les attirer, sachant leur lenteur sur la ligne arrière, comparé à nous, les possibilités de vitesse qu'on avait avec Mazikou, Abdallah Bemba, que j'avais titularisé sur ce match-là, où là, ça gaze quand même très vite. Donc on se disait, qu'ils viennent nous chercher, c'est pas un problème. On fera un 4 contre 3 dans l'axe. Maintenant, passons du tableau noir au terrain. Qu'a donné notre plan de jeu face au Danemark au niveau de la relance, et surtout quelles conséquences ça a eu sur l'organisation danoise. Et du coup, on va voir que si les ailiers sortaient toujours sur les centraux, derrière il a fallu s'adapter, notamment ici. Parce qu'à partir du moment où les ailiers sortaient sur les centraux, qui allait gérer nos latéraux très bas sur le terrain? Qui allait s'en charger? En l'occurrence, la tâche est revenue au latéral gauche sur le côté gauche, qui sortait sur notre latéral droit, et à droite, c'est le relayeur droit qui sortait sur notre latéral gauche. Conséquence, dans l'axe, c'était l'avant-centre danois qui devait rester un cran plus bas, de manière à accompagner le relayeur gauche danois, de manière à gérer nos deux milieux de terrain axiaux. Et un cran plus haut, on va le voir ensuite, on avait toujours ces zones-là à attaquer, à rechercher, des zones qui vont se présenter ici. Cette fois-ci, on ne peut pas y accéder, donc on passe par le côté. Mais on voit que derrière, qui gérait les décrochages des attaquants? Il y avait un milieu défensif, en effet, le numéro 6. Et de l'autre côté, c'était le central droit danois qui sortait sur Brighton, laissant son latéral en 1 contre 1 avec notre ailier gauche, Stevie Mazikou. Nouvelle séquence ici. Cette fois-ci, on va bien rechercher et trouver l'intervalle à l'intérieur. Brighton en décrochage. Lenny qui fait le 3e homme. Ça passe pas loin et finalement Brighton au contre-pressing qui permet de gratter la balle et nous offre une situation de transition de 4 contre 4. L'appel en profondeur de Abdellah, mais cette fois-ci il est bien couvert. On continue ici avec une autre séquence de sortie de balle. Les sorties courtes sont bloquées, on joue plus long. À la retombée, comme je disais, le central gauche qui est au duel avec notre ailier droit Abdallah Mbemba. Et derrière, Jelon, 2e ballon, il faut être présent dessous. Et là on va réussir à ressortir cette balle du côté via Abdallah, puis via Kimi Gandziri, qui peut se projeter. Et derrière, on peut amener l'action jusque dans les 30 derniers mètres du Danemark, avec le décalage sur le côté de Stevie Mazikou, et un centre qui va finalement être renvoyé par la défense. Et on continue par une nouvelle séquence, où là, on est un peu plus haut sur le terrain, mais les espaces à attaquer vont rester les mêmes, toujours des deux côtés. Vous voyez là, la position de l'ailier droit du Danemark qui était prêt à sortir sur notre central gauche. La tentative de débordement de Ken qui passe, qui les fait reculer. La balle qui est conservée. Et là, à nouveau, on va réussir à faire un petit tour et trouver cette zone via notre gardien de but. Trouver cette zone ici entre l'ailier et les centraux de l'espace à l'intérieur dans lesquels on aurait pu ensuite progresser. Et malheureusement, on est repris un petit peu rapidement. Et après, défensivement, on avait choisi d'aller un petit peu moins haut sur le début de match pour moins se crever. Parce que ça partait un peu dans tous les sens sur le premier match. Et après, je crois au bout d'une quinzaine-vingtaine de minutes, moi j'ai Abdallah Bemba, ailier de mon côté, qui vient me voir. Il me dit, coach, je pense qu'on peut aller les chercher. Et donc là aussi, pareil, dans ma manière de coacher, moi j'aime pas imposer. Mais à partir du moment où il me dit ça, je dis, écoute, si vous la sentez aller chercher un peu plus haut, et on a amélioré quand même notre pressing. Et c'est vrai qu'ils étaient quand même emmerdés parce qu'ils ont ces qualités athlétiques, mais ils sont un peu pâteaux et un peu lents pour se retourner. Et là, c'est pas les Japonais, quoi. Donc on a eu une amélioration dans le pressing, ça nous a permis de récupérer plus de ballons hauts. Mais après, c'est vrai qu'on entame ces 2 premiers matchs avec 2 cadeaux, quoi. Donc l'ouverture du score, qu'on sait, et encore plus avec des publics jeunes, donc très facilement atteints psychologiquement, en bien comme en mal. Eux, psychologiquement, c'est les montagnes russes. Donc les conséquences d'un but encaissé, c'est très préjudiciable. Et les 2 buts encaissés 2 premiers matchs, c'est cadeau, c'est donné. Voilà. Mais malgré tout, il y a de la résilience, ça va pousser. Et après, les reproches qu'on avait fait sur le débrief de ce match-là, c'est un manque de, encore une fois, de prise de responsabilité. Mais il y a un manque de première intention et de, comment dirais-je, à part le mot première intention. Spontanéité, oui. Super, de spontanéité dans la finition. On a beaucoup de joueurs percutants qui sont gentils, qui font des passes, qui sont de bons joueurs de foot, mais à part Banzuzi et Tsamona qui sont des vrais neufs,
Et on l'a vu On va en après parler sur le match après. d'après. On n'avait pas ces profils devant de mecs qui disent bon allez hop, c'est moi qui prends les clés puis je vais finir l'action. Voilà. Mais un peu de regret, oui, sur ce match du Danemark. Et pareil, à 1-0, on pousse, parce que tu peux dire en prenant le résultat brut, ah, on a perdu 2-0, oui, mais le premier but, il est donné. Et après, on pousse, la dernière demi-heure, on est chez eux. Et le deuxième arrive sur je crois que c'est un long ballon, Obi la prend, puis il fait une frappe sur laquelle on peut discuter. Là aussi, la manière dont on défend sur cette frappe, et par rapport à ce que tu leur avais dit aussi, puisque lui, il est monopied. Monopied dans le sens d'une préférence très marquée pour basculer vers son pied droit, ici, pour pivoter vers cette zone-là. À chaque fois, il va tenter de pivoter de cette façon. Il met son bras gauche en opposition et il part sur ce pied droit où après, il est difficile à arrêter grâce à sa puissance. Et on le voit ici, cette préférence. Alors que le jeu demande peut-être de pivoter pour partir sur le gauche, il va quand même faire ce demi-tour et perdre du temps et partir sur ce pied droit. Donc ce qu'on avait demandé au joueur pour l'empêcher de jouer dans le confort et sur sa préférence, c'est de l'attendre et de l'empêcher de rentrer sur son droit. Et jusqu'à son but, les choses avaient été plutôt bien faites. Ici, avec la sortie de Brad pour l'empêcher de jouer. Ici, la gestion de la profondeur où il est contrôlé et où on peut récupérer la balle. À nouveau, ensuite, une bonne gestion de la profondeur, cette fois-ci de Jérémy Mounses, qui résiste en vitesse et qui peut relancer, à tel point qu'en fin de match, Obi s'est montré carrément frustré ici après ce duel avec Brad, qui a bien résisté à nouveau. Il obtient la faute. Mais donc Obi s'énerve, Obi est réprimandé par l'arbitre, mais Obi va quand même marquer et nous chambrer. Ouais, il est venu nous chambrer. Je sais pas, à l'anglaise, voilà, donc ouais, bon, moi j'ai pas compris, là, un peu mal pris, et les coachs danois se sont excusés, pareil, ils m'ont expliqué qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils venaient nous chambrer. J'ai peut-être une idée en revoyant après, c'est qu'il se fait quand même bien bouffer par Bradley Matsunga de l'OGC Nice, défenseur central que je connaissais puisque donc moi j'avais regardé les vidéos de la CAN U17 et il jouait pour le Congo à la CAN U17 il y a 2 ans, qui se joue en Algérie. Et donc bon, moi central, gaucher, jouant en France, bon ça correspond aux critères, il faut absolument le prendre pour être dans la continuité. Et garçon adorable, agent adorable, OGC Nice super aussi, et papa adorable puisque, bon on l'a pas dit mais... Dans le travail de recherche que tu as fait, quand moi ensuite je passe sur les contacts, j'ai dû parler à des agents, à des parents et à tous les directeurs sportifs. Donc lui, il fait partie de l'entourage 100% sain. Et moi sur le tournoi, je l'ai trouvé monstrueux, quoi. 2 matchs et 2 défaites sur le même score, avec des regrets dans les 2 rencontres face au Japon et au Danemark. Désormais place au dernier match de poule face au Mexique, avec un objectif, ne pas terminer avec 0 points. Là, il faut digérer la déception de ne pas se qualifier, bon, sachant quand même que on a toujours l'ambition d'aller le plus loin possible, mais on est aussi cartésien. On est la seule équipe qui n'est pas une fédération officielle. On ne peut pas compter sur tout l'effectif possible, puisque pour parler franchement, et pour les Congolais qui regardent cette vidéo, moi il y a des postes où j'aurais pris des Congolais du Congo sur cette génération-là. Quand on regarde la CAN U17 qu'ils ont fait il y a 2 ans et le tournoi Unifac U20 qu'ils ont fait il y a quelques mois ou l'année dernière, il y a des joueurs congolais du Congo qui crèvent l'écran, notamment sur les postes offensifs. Donc en gros, nos adversaires font la meilleure équipe possible sur l'année d'âge. Nous, c'était pas le cas. Donc on a toutes ces frustrations-là, pas de stage, les joueurs se connaissent pas. Difficile dans une activité humaine où faut créer des liens rapidement. Donc faut digérer ces 2 défaites. On n'est pas abattu parce qu'on ne vise pas la victoire, mais quand même, pour le Congo, puisque ça fait à peu près 1 an qu'il n'y a quasiment pas de match d'équipe nationale du Congo, quels que soient les âges, on sait qu'au pays, on va être regardé. Et tous les gamins sont venus parce qu'ils ont une fibre patriotique et sentimentale pour le Congo aussi, sinon ils ne seraient pas venus, comme certains. Donc tous ceux qui sont là, en plus de nos accompagnateurs congolais, de moi, qui a un peu le Congo comme 2e pays, on veut bien faire, donc il y a cette déception. Mais on n'est pas abattu, donc on l'aborde en se disant, bon, figurons le mieux possible. Et après, pareil aussi, puisqu'on est dans la constitution des effectifs, nous on était un staff de 5, que j'ai dû constituer au dernier moment, avec des amis, Mounaï Massermou comme kiné, responsable médical, Fabien Farnol, qui est ici avec nous, là, entraîneur de gardien, Corentin Courtet du Havre, que je fais venir par l'intermédiaire de Thomas Joubert, mon pote du Havre. Donc au dernier moment, on fait ce staff-là, donc on est 5, en gros, pour gérer.
Et en face, on a vu, pour reprendre l'expression d'armée mexicaine, on a vu le Japon, ils viennent carrément avec leur DTN, et moi quand je leur serre la main à la fin, j'en finissais plus quoi, de dire konnichiwa à la fin. Et bon, le pire c'était l'Arabie Saoudite, où on nous a dit qu'ils étaient venus avec une quarantaine de staff, technique, médical, administratif, donc en gros on n'avait pas les armes des autres quoi, voilà. Mais bon, donc on aborde ce match là face au Mexique en se disant allons chercher la première victoire, il nous reste 2 matchs, finissons pas dernier de la poule. Voilà, donc on n'est plus sur des objectifs en haut, mais on est sur des objectifs ne finissons pas en bas quoi. Et après on va les titiller sur leur aspect compète, où effectivement, dans ce que tu as vu et dans ce qu'on voit, de là où jouent nos adversaires, c'est du haut niveau. Donc là pareil, c'est une année 2005, ils ont 12 joueurs sur les 16 utilisés contre nous, ils en ont 12 de l'année 2005, donc c'est vraiment une génération, une année d'âge. Et là j'ai sous les yeux, ils en ont plusieurs qui jouent déjà en première division du Mexique, qui est pas rien, certains, alors ils en ont un qui joue en Écosse, en D1 écossaise, je me souviens plus le nom, mais c'était le 16 là du milieu, et puis notamment le petit ailier, mais ils en ont plusieurs qui jouent la Ligue des Champions. Sur le match contre nous, ils ont 3 joueurs qui jouent Coupe continentale, soit Ligue des Champions, soit l'équivalent de l'Europa League d'Amérique centrale, alors que nous, c'est 0. Donc voilà, donc que ce soit en expérience en sélection, voilà, par exemple, si je prends le 11 titulaire du Mexique, cumulé, ils ont 138 sélections, et nous, cumulé, on a 24 sélections. Cumulé, sachant que leur sélection à nos joueurs, c'est le tournoi. Donc du coup, voilà, l'expérience, je dirais, émotionnelle d'une sélection nationale, le vécu commun, il est incomparable. Et il y avait un truc avec ce Mexique-là, après on en viendra parce que tactiquement c'était intéressant, parce que encore une fois c'est un nouveau système, 3-4-3 et puis une manière de défendre particulière puisqu'on est très proche de l'indiv. À chaque fois qu'ils étaient menés, ils sont revenus. Donc on jouait une équipe où on savait que jusqu'à la dernière minute, même si on menait avec 2 buts d'avance, ils pouvaient revenir. Il y avait 2 options possibles, soit on défort, mais on va aller chercher à 1 pour 1, donc 3 contre 3, vraiment en faisant face à leurs 3 centraux. Mais après on a opté plutôt sur le fait que nos 2 axiaux fermaient la relation entre les 3 centraux et leurs 2 milieux, et que ça allait être nos ailiers qui allaient aller chercher leurs centraux de côté, on va dire ça comme ça, pour fermer la relation entre leurs centraux et leurs pistons, avec des particularités. C'est des pistons très petits, je crois qu'il y en a un qui fait 1m55. Très très offensif. Mais voilà, très offensif, vraiment. D'ailleurs, quand on regarde dans leur club, ils jouent ailier. Donc c'est vraiment des pistons ailiers. Et surtout très rapide avec des appuis très dynamiques. Donc si tu vas les chercher, faut que tu sois sûr de prendre la balle, parce que sinon tu es rapidement éliminé, puis après ils ont un boulevard. Donc on n'est pas parti sur une prise en charge individuelle, mais on a gardé une zone avec une particularité sur les ailiers, je dirais plus haut dans l'initiation du pressing sur ce match-là. Alors, sachant que la particularité, c'est que ça c'était obligatoire de le faire à fond sur notre côté gauche, parce que leur central droit était droitier. Donc comme tu l'as dit, sur la remise de leur piston vers leur central, en se mettant dans la ligne de passe et en y allant à fond, on savait que ce central droit, il était pressé sur son pied fort et qu'il allait remettre au gardien, parce que clairement il n'allait pas utiliser son pied gauche. C'était pas le cas de l'autre côté, où là c'était d'ailleurs des difficultés qu'on a eues, ces renversements de jeu là, de ce central, où il rentrait son pied fort à l'intérieur et puis paf, il pétait dans le dos de notre latéral. Et là je pense que nos joueurs de National 3, même National 2 ou 19 Nat, ils n'ont jamais fait face à cette qualité de pied dans le jeu long, quoi. Et le Mexique va finalement ouvrir le score sur un nouveau cadeau offert dans le jeu à nos adversaires, un cadeau que les Mexicains vont transformer non pas en 1 temps, puisque Batola fait l'arrêt, ni en 2 temps, puisque ça va être repoussé, mais en 3 temps. Heureusement, Brighton Fougeux va nous ramener à égalité sur ce petit bijou de coup franc. What can he produce here? Oh, it's not bad! Oh, it's tremendous! It's just tremendous! From Brighton Fougeux, what a goal! Congo are level, they have a goal at this tournament, and still they might deny Mexico. That is some goal. Et malheureusement, le Mexique va à nouveau repasser devant juste avant la pause sur une nouvelle action qui va pousser Julien
à procéder à des changements rapidement à la mi-temps. Moi, mon impression sur la première période, c'est qu'on défend mal à droite du côté de Abdallah. C'est de là que vient le premier but mexicain et donc je décide à la mi-temps de le sortir et de mettre Jason Bemba là-bas pour mettre plus de travail défensif dans les phases défensives, qu'on défende vraiment à 11, quoi. Donc voilà, donc il y a déjà ce premier changement-là. Et à l'heure de jeu, effectivement, 3-1. Et là, je sais pas trop expliquer pourquoi, mais je ne suis pas inquiet dans le sens où ça va partir en 4-1 à 5-1, j'y crois toujours personnellement. Et puis on a encore des armes sur le banc. Et il y a quand même, je sens une forme de fatigue des Mexicains. Et alors là, en fait, c'est même pas à la 60e, c'est à la 80e que tout bascule, puisque donc je sors les deux avant-centres, Brighton et Noah, pour mettre donc Destin et Jean de Samuna, et Jean donc de Clermont, qui n'a pas joué une minute jusqu'à présent, et donc qui va faire la diff, puisque donc le deuxième but qu'on marque, c'est un corner pour le Mexique qu'on renvoie, voilà, et on trouve Jean et qui trouve une passe à la Iniesta incroyable pour Destin, qui a cette générosité qu'on avait vue dans les premiers matchs là, dans son pressing, qui joue à Orléans, Destin, et qui donc chope ce péno. Et Jean, première fois qu'il joue, il prend la responsabilité de tirer le péno. Et donc là, je peux faire une parenthèse. Dès le deuxième entraînement, j'avais fini la séance par des pénaltys, puisque toi, je crois que c'est toi qui m'avais fait la remarque qu'il n'y a pas de match nul dans ce tournoi. Ouais, tir au but à chaque fois. Qu'à chaque fois qu'il y a un match nul, faut départager par des tirs au but. Donc du coup, dès le deuxième entraînement, dès que j'ai l'info, dès le deuxième entraînement, je ponctue les séances par des pénaux. C'est bien aussi par rapport à l'ambiance et tout ça, mais je les mets dans un contexte compète, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les pénaux un par un, on les fait par équipe, donc une équipe doit battre l'autre, et puis quand toi tu tires, mon équipe elle te siffle, elle te hue, elle t'insulte pour te mettre une forme de pression qui peut ressembler à ce que tu vas vivre émotionnellement dans ton penalty en match. Voilà. Et en fait, tous les jours d'entraînement on fait ça, et en fait ils sont hyper forts au péno. Et je crois que je te le dis à toi, je le dis aux gars du staff, je dis putain les mecs ils sont, sur péno ils sont sereins, et ils la mettent où ils veulent. Et voilà, il n'y en a que un, mais on ne dira pas son nom, qui le loupe à chaque fois et qui se fait foutre de sa tronche. Mais du coup, donc là sur le penalty, moi je sais qu'il va le mettre, Jean. Et là à 3-2, la panique change de camp, puisque le côté, on va dire, très... pas nerveux des Mexicains, mais très impulsif, qui les a aidés à revenir quand ils étaient menés. Ça joue aussi contre eux dans ce type de scénario qu'ils n'avaient pas rencontré jusqu'à présent, c'est-à-dire le chien il vient te mordre, quoi. Et donc là, ils cumulent de la fatigue. Il faut aussi préciser que sur la deuxième période, ils perdent énormément de ballons, on presse mieux. Et donc tout leur jeu long, là, ça ne prend plus. On a corrigé ça aussi à la mi-temps. Donc leur jeu long qu'on disait, là, de leurs centraux, les espèces de transversales qui nous prenaient dans le dos, la transversale, ça passe plus, on gère mieux la profondeur. Du coup, ils ont plus cette arme de jeu long. Et du coup ils ont plus beaucoup d'armes. En fait leur point fort axial n'était pas le jeu avec ballon, mais était le jeu sans ballon. D'ailleurs on n'en a pas parlé, mais nous on avait alerté les joueurs. En gros le Mexique fait tout pour que tu joues dans l'axe. Où là ils ont leurs deux milieux, donc effectivement les trois centraux derrière, et même leurs pistons pressent du côté vers l'axe. Et en fait, on s'est fait prendre, tu mettras les actions, mais notamment Kimi Gandziri et Lenny, nos deux milieux, on leur avait dit attention aux passes en une touche vers l'axe, ou quand vous recevez le ballon dos au jeu, ne vous orientez pas vers l'axe. Ce qui était averti, mais après il y a les réflexes de jeu, quoi. Et à chaque fois qu'on faisait un mauvais contrôle ou une orientation vers l'axe, ils te tamponnaient dans le dos, et puis voilà, eux vraiment, leur zone de récup, c'était l'axe. Dans le jeu sans ballon, et on s'est fait niquer au début de match comme ça, qu'on a rectifié après. Donc on est à 3-2, et là ça change de camp. Ils ont perdu la confiance, puisque paradoxalement à partir du moment où ils mènent 3-1, ils n'ont plus grand chose, parce que même l'action du 3-1 c'est aussi une perte de balle à la con de notre part, parce que je crois que c'est Alan Bikoumou, puisqu'il s'en veut énormément sur le joueur de Sochaux, il s'en veut énormément de sa perte de balle à l'origine de ce but là. Mais il n'y a rien de construit du Mexique sur la deuxième mi-temps, c'est pas... Voilà. Donc à partir du moment où nous, il y a ces entrées qui ont le jus,
Il y a aussi Masumu qui rentre sur le côté droit. Ce qui était intéressant dans ce tournoi, c'est que chaque match, un nouveau projet, une nouvelle adaptation, puisque 4 systèmes de jeu différents sur nos 4 équipes, et 4 façons de jouer différentes avec des objectifs différents. Même les équipes qui cherchent à te presser, soit elles te pressent dans l'axe, comme le Mexique, où elles t'attirent, elles te targetent dans l'axe, quoi. Soit sur les côtés. Donc, valait vraiment une grande adaptation. C'était une grande richesse tactique, ce tournoi. Et là, le classique, connaissant aussi, moi, pour avoir joué avec des systèmes à 3, la zone entre ton central et ton piston, cette zone-là, c'est une zone très difficile à défendre pour tous les systèmes à 3-4-3, 3-5-2, machin. Donc, on l'avait ciblé comme zone avisée dans nos attaques. Et donc, c'est vrai que le plongeon d'un joueur axial, enfin, disons la course d'un joueur axial, cette course diagonale entre leur centrale et leur piston, elle fait très mal. Et c'est vrai que Lenny, le joueur de Dunkerque, là, Lenny Ziki, a été fantastique sur la deuxième période. C'est vrai que ça a fait énormément de différence. On a eu beaucoup d'occasions ou d'opportunités grâce à ces courses-là. Et ça a mis le Mexique vraiment dans le doute. Parce que là, ça remettait en question tout leur fondement défensif, systémique. Et donc voilà, on est bien sur cette fin de match, et puis après il y a une espèce de folie due aussi à l'adversaire. Peut-être que ça arrive pas face au Danemark, ce genre de folie, parce que c'est une autre culture footballistique. Et donc le but à la fin, là c'est carrément c'est Brad, c'est suite à un corner, c'est pour ça qu'il se retrouve là, où il prend l'initiative individuelle d'aller centrer, et puis Jason qui va se retourner, qui est élu le plus beau but du tournoi, et où là ça part en folie. Jason Bamberg. Mais un peu. Après là, on est sur du. Comment dirais-je, on est plus trop dans du cartésien, quoi. Mais c'est vrai que c'est amené par rapport. Il y a des changements. Là, c'est vrai que les joueurs qui sont rentrés ont apporté quelque chose. Il y a aussi des statuts remis en question, parce que je sors le capitaine, je sors notre joueur qui joue au plus haut niveau. Du coup, ça montre aussi un peu à tout le monde que si je sors ces gars-là, c'est que vous rentrez, c'est pas fini, c'est pour jouer quelque chose. Et que chacun aura son rôle à jouer et sa contribution à apporter. Voilà. Et donc tout le mérite, c'est d'être revenu de 2 buts face à l'équipe qui revenait toujours face aux autres. Voilà. Donc on finit au penalty, et pour finir, je suis en difficulté pour faire les choix des tireurs, parce que tout le monde veut tirer, ce qui est un bon signe. Pareil, là aussi, moi, je désigne pas qui va tirer. À ce moment-là, toi, tu es avec Fabien, l'entraîneur des gardiens, et notre gardien Yann. Les Mexicains, sur leurs 2 premiers matchs, sont allés 2 fois au tir au but. Donc tu avais des images de tireurs. Donc, sur l'iPad, je crois, ou sur l'ordi portable, vous montrez ça aux gardiens, pendant que moi, on me voit en fait à désigner qui va tirer. Mais c'est sur la base du volontariat, et voilà. Et après, faut faire une sélection, puisque j'en avais 7 ou 8 qui voulaient tirer. Donc voilà. Et après, ils font une séance de pénaux parfaite. Donc, déjà, le premier tir de Brad pour un 2007 défenseur central, la mettre comme ça en lucarne. Après, ça déroule, quoi. Il y a aussi celui de Stevie avec son petit pas juste avant. Enfin, là, ils font une séance de pénaux exceptionnelle. Oh, terrific save! Terrific save by Batola. And now this to win it on penalties for Chickambu. And they'll celebrate long into the night. Mexico beaten, Mexico into the semi. But look at this from Congo. Great scenes there. You can't help but be happy for them. And Mexico now 2 down for that semi-final after 2 red cards. And they have no momentum at all to take into it. It's Congo's day, all right, in Obania. You never know in this sport, do you? You just never know. There's the save. And I know he goes the right way, and it's not a great penalty, but it's still a good save. And then a super winning penalty from Chickambu. Et donc on va chercher cette première quasi-victoire au terme d'un match, le match le plus fou
concrètement. Ouais, clairement. Alors cette victoire au tir au but ne nous empêche pas de terminer à la dernière place de la poule avec 2 points. Toutefois, le tournoi n'est pas terminé puisque cela nous amène vers un match de classement face au dernier de la poule A. Une poule remportée par l'équipe de France. Et cette équipe, c'est le Panama qui, après avoir très bien commencé la compétition face au Mali, s'est ensuite incliné contre l'Arabie Saoudite et face à l'équipe de France. Oui, bah là l'ambition c'est de pas finir dernier et puis d'aller chercher la première, entre guillemets, vraie victoire. Voilà. Mais sachant que, là, le danger qui nous guette, et c'est un classique, pour avoir entraîné des underdogs et pour avoir entraîné des favoris, le classique quand on entraîne des favoris, même si là sur ce match-là on n'est pas favoris, mais c'est c'est sous-estimer l'adversaire, quoi. Et donc effectivement, j'insiste énormément sur ça. Ils ont marqué contre la France, ils ont battu le Mali, ils ont marqué à tous les matchs, donc attention. J'ai un moment aussi d'énervement juste à la fin de l'échauffement quand ils reviennent. Donc juste avant de commencer le match où je leur dis, vous vous rendez pas compte qu'on peut perdre 4-0 aujourd'hui, parce que ça, faut toujours le rappeler, hein, tout est possible dans le football. Et après, pareil, hein, c'est une équipe qui va à la Coupe du Monde du vin, donc on n'est pas sur une génération faible. Et puis après, même en termes de pays, le Panama, c'est une participation aux Coupes du Monde. Donc en termes de pays, le Congo doit obligatoirement respecter le Panama, quoi. Voilà. Mais c'était notre danger. C'était qu'on arrive en se disant, après l'euphorie du Mexique, parce qu'il faut aussi préciser qu'entre le Mexique et le Panama, sur suggestion de Moonheim, de la responsabilité cellule performance, on leur met un day off, donc le lendemain du Mexique, ils font pas d'entraînement, ils sont au repos. C'est un choix qui avait ses conséquences négatives, qui sont donc le relâchement. Et on l'a eu ce relâchement. Et donc là, j'ai dû pousser un petit peu les dégueulante et avertir les joueurs. Et finalement, donc après si on revient sur l'aspect tactique, là encore un nouveau système de jeu, 4-5-1. un vrai 4-5-1 avec un bloc bas, hein, puisque le 9 dans leur plan de jeu défensif, le 9 il est dans l'arc de cercle et les 10 autres sont dans leur camp, mais par contre des moments bien précis et ciblé pour récupérer, par qui? Par les ailiers, et puis des projections rapides à la récup. Donc l'idée c'est récupérer au niveau de la médiane par des ailiers très très dynamiques, capables de se projeter. Et donc là, à la fois on a le danger de Panama c'est rien, et après tu as le danger technico-tactique où tu sais qu'ils vont te laisser la balle. Et donc très souvent, comme je dis avec les équipes de possession, ce qui va de pair, c'est ce côté grosse tête où on a la balle, on est plus technique, donc on est plus fort. Alors qu'il faut bien dissocier avoir la balle parce que t'es plus fort. Donc là, on est dans du Barça Guardiola en gros, ou l'Espagne, ou avoir la balle parce que l'adversaire te laisse la balle, ce qui est le cas du Panama. Donc ça les arrange très bien que t'aies la balle. Et en tant que coach, là, avec un public comme ça qui est post-adolescent, leur faire comprendre que les mecs, c'est pas parce que vous faites une séquence de 15-20 passes d'affilée que vous êtes plus fort qu'eux. Donc voilà, on avait ce double danger psychologique et aussi tactique sur le terrain, puisque c'est comme ça que ça s'est présenté. Et donc là, l'idée, c'est la première fois où je pars sur un truc en prenant les vidéos que tu m'as montrées, De l'équipe de France. Ouais. notamment, principalement de l'équipe de France, où l'équipe de France joue à 3 derrière, 3-1, 4-2, enfin, mais en tout cas 3 derrière. Sur les séquences que tu me montres, où c'est des séquences de possession haute de l'équipe de France face au Panama avec des modulations, le Panama ne suit pas, quoi. Donc moi je pars sur cette idée-là de déformer notre 4-4-2, donc on part sur le 4-4-2 défensif. On part au début dans les premières passes sur un 4-4-2, mais rapidement au niveau de 30 mètres de nos buts, on le déforme et on part dans un 3-1-4-2 à peu près. Et en gros, on change complètement les points de repère pour eux et donc partir à 3 pour que leur avant-centre, il ait 3 joueurs à couvrir, ce que j'avais remarqué contre la France, ils n'arrivaient pas à faire. Voilà. Et du coup aussi pour piéger leurs ailiers, puisque comme on l'a vu aussi par rapport au Mexique, leurs ailiers allaient venir chercher notre 3e défenseur central, ce qui allait donc créer un trou là dans leur dos. Et donc nous, on l'a évoqué rapidement au début, mais l'idée de prendre toujours d'avoir au moins un gars sur la largeur maximale, c'était manger la ligne, c'était obligatoire. Donc du coup, on savait qu'on avait toujours, lorsque leur ailier allait venir presser dans l'axe, on avait toujours une solution dans son dos. Et donc toute l'idée, c'était de le trouver, soit par un relais intérieur, soit directement. Et après, là, on savait que leur première ligne était éliminée et puis qu'on pouvait combiner, voire trouver la profondeur.
Et là, le plan de jeu a été réalisé vraiment à merveille, où les images sont pas de bonne qualité, puisque ça n'a pas été filmé par le tournoi, mais toi tu as filmé. Donc on a une perspective un peu lointaine, mais quand on a un grand écran et qu'on est proche, on voit bien. Mais en tout cas, on a, sur la première mi-temps face au Panama, un plan de jeu qui est respecté à 100%. On n'a pas de danger. On marque sur un penalty, mais c'est totalement... ça aurait pu être sur d'autres actions où on a été moins tueur. Il y a notamment une action de César Obongo, une action de Noah Maboulou où on peut marquer. Mais on peut... Normalement, à la mi-temps, si on mène 2-3-0, c'est totalement logique. Il n'y a pas d'action dangereuse pour le Panama et on fait notre meilleur mi-temps face au Panama, où moi, je suis assez cloué de ce que les garçons réalisent, parce que là c'est la première fois où on fait un truc quand même assez compliqué. Ton 4-4-2 se transforme en 3-1, 4-2 ou 3-1, 5-1 comme tu disais. Il faudrait que je reprenne mes notes, mais le latéral passe 6, un des 2-6 vient dans la ligne de 3, enfin c'était vraiment compliqué. Un entraînement, 30 minutes pour le bosser sur le terrain, plus tes vidéos, et ça a été respecté à merveille. Donc là franchement, à la mi-temps c'est du bonheur pour nous, mais le danger c'est évidemment la chaleur, comme tu l'as dit, midi, donc les mecs sont morts. Et puis l'orgueil des adversaires, puisqu'on s'en rend compte après, mais il a quand même un peu fait tourner aussi le coach du Panama, et donc il fait rentrer 3 très forts joueurs à la mi-temps, donc la deuxième période est un peu plus difficile par rapport à ça. Il n'y a plus que 3 remplaçants joueurs de champ. Bon, on a Stevie Mazikou qui est parti au mariage de son frère et qui est témoin, donc bon, je lui ai dit je vais pas t'empêcher ça quand même. On a Jean de Samona qui a des épreuves de bac, alors précision, qui n'est jamais venu me voir sur les 2 premiers matchs, parce que c'est le seul joueur qui n'a pas joué une minute sur les 2 premiers matchs, à part le deuxième gardien, qui est jamais venu me voir, qui s'est tu tout au long du tournoi, et puis quand je fais appel à lui, l'équipe est menée 3-1, il reste 10 minutes, il pourrait dire putain c'est quoi ce cadeau piégé qui me fait le coach, et les mecs il nous sort la passe D qui amène le péno, il transforme le péno, il met son péno à la séance exceptionnelle quoi. Le mec il a fait 15-20 minutes, bref. Donc lui est parti, et après on a Brad Mansunga, donc central qui est suspendu. On a Kimi Gandiri qui fait un super tournoi, pareil, hein, un des milieu axial, suspendu. Et du coup, ça me fait mettre César Obongo au milieu. César Obongo qui joue à Dijon et qui est un ancien milieu axial, mais qui vient de faire toute la saison latérale avec Dijon. Et donc, je le replace là contre le Panama en milieu axial, et je mets Steve Chikambu du Havre, pareil, qui est un autre 2007, en latéral. Donc c'est vrai qu'on avait des garçons comme Lenny, comme Lorik Nana, comme César Obongo, qui étaient quand même, ou Stevie Mazikou, qui est un latéral et qui a joué ailier sur tournoi, qui était quand même capable de jouer sur 2-3 postes. Donc la polyvalence, ça servira toujours, ça fera toujours plaisir au coach. Mais donc ouais, on a perdu énormément de solutions sur le banc, ce qui fait qu'on fait des changements tardifs et qu'on ne peut pas faire les 5 changements. Donc la notion de fatigue, elle est indéniable sur ce match, mais on finit difficilement par tenir quand même, et on finit pas dernier, et puis on n'est pas ridicule du tout sur l'ensemble du tournoi en termes de contenu. Après les résultats, c'est sûr que... Mais bon, ça, si on était là pour commenter les résultats, on laisse faire ma grand-mère, il n'y a pas besoin d'être spécialiste foot, quoi. Voilà pour la compétition, j'espère que ça vous a plu. Je compte sur vous pour partager cette vidéo, laisser un commentaire, vous abonner à la chaîne, en espérant que d'autres contenus du genre suivront. Et je laisse le mot de la fin à Julien pour faire le bilan de cette aventure. Après, le bilan de ce tournoi, bon, c'est une hérésie totale, c'est pas une fédération, c'est une association. Sur le tournoi, on a des problèmes de budget. À ce jour, nous, le staff, on n'est toujours pas payé, ce qui est... Alors, on va faire confiance aux organisateurs, mais on a une patience qui est limitée aussi. Donc bon, on a fait des sacrifices en tant que staff, t'es appelé au dernier moment. Forcément on avait des manques, moi j'ai constitué le staff technique, mais comme tu l'as dit par rapport aux autres qui étaient des fédés, on avait des manques en moyens humains, en moyens matériels. Alors on a des gars, des kinés qui sont venus avec du matos de plusieurs dizaines de milliers d'euros, donc je les remercie, Merwan, Mounaim, Loïc, Maxence, qui ont fait du taf magnifique, mais on avait besoin de ce matériel-là et c'était pas fourni par les organisateurs. Donc bon, moi par amour du Congo, mais en tout cas par frustration, parce que c'est un pays où ça fait des années que je le dis, il y a un gros potentiel, et c'est un pays qui devrait être à chaque CAN, qui fait des CAN U20, CAN U17, des CHAN, mais qui devrait être à chaque CAN. Il y a des infrastructures, il y a tout ce qu'il faut, mais... Et puis surtout, il y a des bons joueurs, c'est des bons joueurs de foot. Donc, par sensibilité, j'ai accepté d'y aller.
Donc j'ai amené le staff avec moi. On a pris beaucoup de plaisir footballistiquement. Mais après, il y a de la frustration parce que quelle sera la suite à tout ça pour eux, pour nous. Et puis il y a des frustrations aussi parce qu'on se dit quand même que, vu la progression, la compréhension des joueurs au jour le jour, je l'ai dit, notre meilleur match c'est le dernier, du moins la première mi-temps. Le Danemark, le pressing est mieux que le premier match. Le Mexique, on passe de mener 3-1 à 3-3. Donc en fait, à chaque match, il y a une progression. Dans le jeu avec ballon, dans le jeu sans ballon. Aussi dans l'aspect socio-affectif. Et donc la frustration, c'est de dire, merde, si on avait eu un stage avant, avec 2 matchs amicaux, quand on arrive face au Japon, on est déjà prêt. Alors qu'en fait, notre premier match ensemble, c'est le Japon. C'est déjà le tournoi. Donc il y a cette frustration-là par rapport à l'organisation pré et les conséquences post-tournoi, mais ça c'est dû aux organisateurs de l'équipe. Et puis il y a la frustration footballistique aussi, des scénarios, mais c'est le haut niveau. Parce que le Japon, notre premier but, notre ouverture du score, elle est valable. Ça peut tout changer. Le but du Japon, c'est nous qui le donnons. Le but du Danemark, c'est nous qui le donnons. Il s'avère que c'est penalty ou coup franc hors surface. Bon. Il y a beaucoup de cruauté et de situations cruelles et difficiles à avaler sur ce match, sur ce tournoi-là. Mais c'est pas une fin en soi. C'était pas une CAN, c'était pas une Coupe du Monde, c'était une expérience. Et je pense que pour eux, ça leur a énormément servi. On a eu beaucoup de discussions avec eux. Même toi, de ton côté, il y en a qui sont venus te voir. C'est toujours appréciable. Des joueurs qui vont voir l'analyse vidéo, ça veut dire qu'il y a quand même une curiosité. Et il y a une sensibilité tactique. Et ça, c'est intéressant. Quand on parle souvent du QI foot des jeunes. Et après, on en reparlera peut-être plus tard, mais c'est vrai que moi, je retrouvais des Français, parce qu'ils sont quand même Français de nationalité et d'éducation, après quasiment 10 ans à l'étranger, 10 ans. Et ça m'a fait un petit choc quand même, par rapport à leur cursus de formation sur l'aspect tactique. On a eu des discussions entre nous dans le staff, même avec Fabien, sur l'aspect gardien de but. Moi, j'ai été surpris de leur apprendre des choses à des garçons qui ont 18, 19, 20 ans et qui ont un cursus de 5-6 ans en centre de formation français, alors que c'est des choses que j'apprends et que j'apprenais à des joueurs africains qui n'ont pas de centre de formation. Et toi aussi, puisque tu m'as accompagné dans les aventures africaines, tu t'es fait la même réflexion. Et donc du coup, au-delà du tournoi et tout ça, moi j'en ressors quand même en me disant, mais qu'est-ce qui se passe dans les centres de formation ? Est-ce qu'ils n'ont pas assez de temps pour individualiser le travail ? Nous, on n'est pas des révolutionnaires du football. Les choses, justement, les choses que je dis où on s'est interrogé, ce qui nous a interloqué, c'était parce que c'était des trucs assez basiques, en fait. Tactiquement, assez basiques. Et on s'est dit, mais comment il ne peut pas savoir ça ? C'est pas possible. Un des problèmes qu'on a eu avec nos centraux, c'est ils ne touchent pas leurs latéraux, quoi. Ils touchaient pas leurs latéraux, ils ne faisaient pas naviguer sur la largeur. Alors, moi, je suis toujours en train de me dire, est-ce que c'est parce que, d'entrée, je leur ai dit comme principe, voir loin ? Donc s'il y a une solution, c'est-à-dire si tu peux trouver ton 9, c'est mieux que de trouver ton latéral. Peut-être qu'ils sont restés focus sur ça, mais du coup à un moment donné, il faut se dire, si je trouve pas mon 9, je trouve mon latéral. Parce que 9 fois sur 10, les adversaires vont te bloquer cet accès à ton 9, c'est-à-dire cet accès le plus rapide vers leur but, quoi, ce qui est logique. Mais donc du coup, alors après, quand on réexplique, quand on prend le temps, ils comprennent. Mais il y a quand même un besoin de... En fait, quand tu pars sur un projet ou une idée, ils se disent, il n'y a plus d'alternative. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc du coup, voilà, moi ça m'a remis mon logiciel. Et alors en Afrique, des fois c'est un peu extrême où ils font. Du coup, c'est vrai que quand tes principes et quand ton staff sait exactement où il veut aller, ça va très très vite. Et là on est dans un autre extrême où moi c'est ce que je te dis sur le premier entraînement des corners, puisque on peut en parler aussi, tiens d'ailleurs on n'a pas pris de but sur corner ni sur coup de pied arrêté hors penalty sur ce tournoi. C'est un peu une satisfaction pour moi. D'entrée je me dis dans le jeu on va avoir des incohérences et des incompréhensions, c'est normal, mais il faut que sur les coups de pied arrêtés défensifs faut qu'on soit clair. Et donc je me souviens, je sais plus à qui, je dis à cet entraînement là, avant-veille de Japon, coup de pied arrêté défensif, 15 minutes. En fait, ça a pris 45 minutes, parce qu'il y a 30 minutes de questions. Donc on est sur le terrain, moi je mets les joueurs en situation,
Et avant même qu'on tire le premier corner, il a dû se passer peut-être 12 minutes avant qu'on tire le premier corner, parce que lui, il pose telle question sur son placement, lui, il dit, oui, mais moi, si je suis là, et lui, mais si on fait ça, on fait ça. Et à un moment donné, j'ai dû arrêter. Là, on parle de joueurs dans les plus grands centres de formation français, hein, quand même. Je ne vais pas citer, mais... Et je pointe pas les centres de formation. Mais... à un moment donné, j'ai dû arrêter en me disant, bon, écoutez, de toute façon, c'est jamais parfait. Si tu fais une 100% zone, tu vas prendre des buts. Si tu fais 100% individu, tu vas prendre des buts. Si tu fais une mixte, tu vas prendre des buts. Écoutez, les gars, on va tirer des corners et on va régler les problèmes. Mais si vous anticipez, en fait, on est là pour 1h30. Et donc, en fait, voilà, ça a duré 45 minutes. Alors, souvent, tu te dis, en Afrique, ça va être long parce qu'ils sont dissipés, parce qu'ils aiment bien blaguer entre les exercices. Et en fait, là, moi, je me suis pris une claque en disant, non, en fait, là... les joueurs français de la même catégorie d'âge, ils n'arrêtent pas de poser des questions et de voir des problèmes. Alors c'est très français. On est très pessimiste, on n'est pas confiant, et ça se retrouve dans les entraînements. Mais ça finit toujours par s'arranger. Par contre, il faut beaucoup d'analyse vidéo. Moi, la veille du Panama, je fais 4 heures de vidéo, où je fais par petits groupes, la ligne arrière, la ligne milieu, après je fais des indives, et ça me fait 4 heures. Je suis 4 heures dans la salle, toi t'en as fait aussi. Ça arrive à combler, mais pour finir sur une note positive, il y a quand même une soif de savoir, quoi. Ils veulent. Je pense qu'ils sont en demande parce que c'est pas comblé, ça, dans leur centre. Ah, peut-être que parce qu'on... Alors je sais pas, j'ai pas envie de partir des... C'est comme dans des classes où il y a trop d'élèves et t'as pas du temps pour tout le monde, peut-être que c'est ça. Mais moi, voilà, sur ce tournoi, ce que je retiens, c'est ça, quoi. C'est vraiment des manques, des demandes de réponses à leurs questions tactiques, quoi. Voilà. Et je me souviens, quand tu montres les passes des Japonais, là, quand ils font leurs petites passes intérieures et passes cachées, à un moment donné, il y a un joueur qui fait « Mais comment on arrête ça ?» Tu vois, et je me dis « Mais il regarde pas du foot ou... » C'est fermer les intervalles, quoi. Enfin, bon, bref.